Bonjour à tous. Je me présente, je suis Thomas Lissajou. Je vais animer cette table ronde. Il est 14h33, on va démarrer. Donc, Thomas Lissajou, je suis coach de manager IT et je suis pas mal intervenu sur des questions de portfolio agile. Donc, avec 4 personnes pour discuter du sujet. Je vais les prendre dans l'ordre. Caroline Damandoli, Digital Project Manager chez Vidal. Alain Buzzacaro, directeur technique chez France Télévisions Édition Numérique. Jean-Brice Combebias, responsable portefeuille projet digital chez Bouygues Télécom. Et Boris Golden, Head of Core CSM Product. Hein? On est très internationaux chez Bouygues. Voilà. Donc 4 personnes qui ont des expériences très variées sur la question des portefeuilles et qui sont en fait dans 4 contextes très différents. L'objectif de cette table ronde, c'est vraiment que les personnes puissent partager leur perspective, leur expérience sur le sujet. Voilà, que ce soit riche. Et je vais juste commencer par une petite question dans la salle. Qui travaille sur la question du portefeuille? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur la question du portefeuille et a fortiori en non agile? Oui, non agile. D'accord. Ok. En fait, je vais avoir une première question pour vous, pour 4. C'est quoi un portefeuille projet? C'est quoi un portefeuille projet? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez le... Caroline, effectivement, pour moi, ça va être un ensemble de projets, ça va être une pile. C'est-à-dire, j'ai pas envie que ce soit un calendrier, un plan, mais c'est une série de projets qu'il va falloir qualifier, choisir et dont on va suivre la réalisation. Et le sujet clé, ça va être celui du choix. Et de la priorisation. Je suis assez d'accord avec cette définition. Je complète un peu par rapport à notre contexte, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire comment on aligne un portefeuille de projet sur un budget aussi, ou en tout cas des capacités ou des ressources pour faire ces projets. Moi, je rajoute une particularité. Chez France Télévisions, on a comme tout le monde, des projets, puis on a beaucoup en ce moment de projets, ce qu'on appelle des projets innovants. Et donc, c'est une autre manière de... Enfin, en gros, on est en train de mettre en place une autre manière de gérer ces projets-là, où on ne peut pas, dès le début de l'année, déjà définir quels vont être ces projets dans ce portefeuille-là. Voilà, donc, on a globalement une gestion à 2 niveaux, une gestion de projets globaux et une gestion de projets innovants. Donc, chez Bouygues Télécom, enfin, en tout cas pour moi, on a une vision globale, à un niveau plutôt. On évalue les projets plutôt en macro, au niveau stratégique, hein, pas au niveau opération. En fait, on n'est pas dans l'opération, c'est vraiment le portefeuille. On agit sur le quoi, donc qu'est-ce qu'on doit engager et puis qu'est-ce qu'on doit arrêter, notamment avec l'agile. Hein, il faut arrêter des sujets. Et puis, comme Alain disait, je pense aussi on agit aussi sur le comment, c'est-à-dire comment délivrer plus efficacement ou quelle est la meilleure façon de délivrer le sujet, puisque pour moi, un portefeuille de projet, c'est finalement quel sujet on doit engager et quel est le niveau d'investissement et de risque au cours du temps. Mais par rapport à ce que disait Caroline insistait pas mal sur la décision, mais aussi du quoi. Oui, il y a du quoi. Qu'est-ce qu'il est pertinent d'engager par rapport à nos capacités, nos financements, nos budgets, et puis quel est le mode de delivery, quelle est la manière la plus appropriée de le délivrer. Mais là, est-ce qu'on n'est pas quand même plus dans l'aspect aussi réalisation du portfolio et dans l'aspect vraiment priorisation? Il y a pourquoi quand même. Il y a un qui paraît évident, mais qui est l'alignement. L'alignement stratégique. C'est assez intéressant parce que moi, il y a une notion de parallélisme très forte. Moi, il y a 5 équipes côté B2C, parce que Corp PSN, c'est en gros le produit côté B2C, donc Viadeo.com.
et on a 5 équipes produits qui travaillent, avec des synergies entre elles. Ça pas toujours dans le même sens, et vraiment la notion de portefeuille, mais je la retrouve dans l'idée de comment gérer au mieux ces synergies, ou au contraire des antagonismes, et le parallélisme. C'est-à-dire un portefeuille, c'est-à-dire chaque équipe a différentes priorités que leur donne dans le temps, et on a 5 équipes, et on doit faire en sorte que globalement ça avance. Donc, pour la notion de portefeuille, c'est surtout dans la gestion d'une multitude d'équipes produits. À mon niveau. Toi, tu as beaucoup mis l'accent sur, quand on a échangé, sur la notion de produit, justement, plutôt que de projet. Là, parce que moi j'ai peut-être la casquette produit qui a introduit ça, mais on a vraiment un corps PSM qui est découpé en 5 grosses tranches, quoi. Et chaque équipe indépendante et agile, elle gère cette tranche, mais évidemment, c'est la raison sans point, il y a quand même un produit global unifié, il y a un seul Viadeo.com. Et donc, pour moi, l'agilité et la gestion de portefeuille intervient vraiment au niveau de la synchronisation entre ces équipes et la constitution d'une roadmap très agile, en fait, qui bouge au fur et à mesure. Une équipe tout seul, ça bouge, mais alors 5 équipes ensemble, ça bouge encore plus. Et le parallélisme est très important à mon niveau, en tout cas. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur justement vos contextes qui sont très différents? Parce que toi, tu dis, oui, on a 5 équipes agiles, on a un seul Viadeo.com. J'imagine que, enfin, je sais, dans vos contextes, vous n'avez pas forcément un seul produit. Non, nous chez Bouygues Télécom, donc en fait, moi j'occupe ce poste-là, de responsable de portefeuille de projet sur le digital depuis 2011. Et puis quand je suis arrivé, en fait, tous les frontaux web étaient en mode de delivery cycle en V. Et quand je disais qu'on agit aussi sur le comment quand on est responsable de portefeuille digital, donc on a introduit une nouvelle façon de délivrer progressivement. Et aujourd'hui, en fait, tous nos frontaux en fait, délivrent un cycle agile. Donc, juste en termes de chiffres, etc., en 2011, quand on a contrôlé, quand on regardait en fait combien de projets on délivrait, environ 200 projets percutent le digital par an. Donc en fait, il y a quand même vraiment une notion de sélection, voilà. Et ces 200 projets, en fait, ils atterrissent, grosso modo, chez Bouygues Télécom sur 5 produits digitaux. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée sur le nombre de projets, de produits, même si ça peut couvrir des réalités très différentes? Alors, chez France Télévisions, je parle, moi mon contexte c'est les éditions numériques, c'est-à-dire toute la partie digitale de France Télévisions. Je dirais qu'on a donc aussi un découpage comme Boris par grand domaine. Bon, il y a des produits que j'espère que vous connaissez comme Plus, pour pouvoir revoir la télévision, les sites de chaîne. Donc aujourd'hui, quand je suis arrivé, on parlait de 800 sites internet. C'était l'équivalent de 800 sites internet. Aujourd'hui, on est en pleine mutation, c'est-à-dire qu'on parle plus produit. On parle même il y a un produit qui permet de faire des usines à sites. Donc on est vraiment dans cette dimension de basculer du mode projet, voire artefact, le site, au mode produit, d'autant plus que, d'ailleurs, la plupart de nos produits deviennent des plateformes, c'est-à-dire une plateforme pour nous, c'est un produit qui permet d'adresser tout un tas de moyens d'y accéder. On doit avoir, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça doit correspondre à une bonne vingtaine d'équipes qui ne sont pas forcément toutes en agile. Donc j'ai des responsables de projet qui gèrent un portefeuille un petit peu comme toi, c'est-à-dire on a effectivement une gestion tout en haut, la vision globale de la gestion du portefeuille. Et puis petit à petit on vient décliner dans les produits. Et il y a des personnes qui peuvent, donc responsables de projets, qui peuvent gérer jusqu'à une dizaine, quinzaine de projets différents dans l'année, avec soit des équipes complètement agiles, colocalisées, soit avec des projets qui sont totalement outsourcés, faits à l'extérieur. On essaie de plus en plus d'avoir des méthodes pour travailler, parce que c'est quand même pas facile de faire du forfait, donc on ne sait pas trop où on va. C'est de travailler sur des forfaits agiles, c'est pas facile. Il y a un autre contexte où finalement on est sur une notion de plateforme. Ça s'est fait l'an dernier. Moi quand je suis arrivé, ça fait un an que je suis là-bas, quand je suis arrivé, on avait devant nous un tunnel d'événements, notamment sportifs. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait Roland Garros, Tour de France, l'Euro, les JO en point d'orgue, les Paralympiques qui nous ont pas mal occupés. Et l'habitude des gens, c'était de travailler de manière parallélisée, mais par projet. Et là, on a dit non, on va travailler d'une manière équipe colocalisée, gestion d'un portefeuille.
un portefeuille de projets pour cette équipe-là. Et on a travaillé comme ça, et l'équipe a réussi à vraiment prioriser tout ça. D'ailleurs, si vous voulez avoir des informations, il y a un monsieur avec une chemise marron qui a fait Scrum Master Coach de cette équipe-là, et il peut vous en dire beaucoup plus que moi sur comment ça a fonctionné avec cette équipe. Donc on a bien effectivement une gestion de portefeuille à plusieurs niveaux. Donc il y a à la fois une articulation au niveau projet, et puis à la fois une mise en orchestre au niveau produit. Produit, et puis au niveau le plus haut, effectivement. Je voulais te demander le contexte. Oui, mais Caroline, excuse-moi. Nous, on est plus petits, donc c'est les éditions du Vidal, on publie l'information sur le médicament sur différents supports. On est 140, et nous, ça se situe dans les produits qu'on fait pour nos clients, parce qu'il y a tous les outils qu'on fait pour nos équipes, ça c'est pas ce dont je parle aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont été très créatifs, donc on a plusieurs générations de produits, on est petit, mais on a six cibles différentes, et en fait, au fil des années, ces dernières années, on a eu de plus en plus de produits, des équipes donc de plus en plus de produits numériques, des équipes stables, évoluant un petit peu, et donc nous, vraiment, le point, ça a été, même si on parle de, je sais pas, une dizaine de produits, 20 projets par an, vraiment, il y en avait de partout, quoi. Il y a un moment, on pouvait en absorber 1, 2, 3, et on a vraiment eu ce phénomène du business qui alignait tout. Il n'y avait pas de visibilité partagée, donc il y a eu un gros sujet aussi de la visibilité. Comment est-ce qu'on rend visible tout ce qu'il y a dans le pipe, tout ce qui est demandé, tout ce qui est en cours, pour pouvoir arbitrer et faire des choix. Et il y a eu un gros sujet de qualification. Donc c'est une échelle plus petite, mais le vrai sujet, c'était il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus. Et la demande sous-jacente, c'était quand même comment vous allez organiser ça mieux pour qu'on puisse tout faire. Et malgré tout, quand on travaille et qu'on a une masse de projets, il y a bien un moment où on ne peut pas tout faire. Donc on retombe sur la décision, mais il y a quand même le rêve qu'on va trouver de manière intelligente et qu'on va arriver à tout faire. C'est assez difficile. Quand on est vraiment dans la dimension du portfolio, il faut accepter tout ce qu'on ne fera pas. C'est quelque chose qui a été cité, je crois que c'est toi Jean-Brice qui a dit, arriver à savoir aussi arrêter. Oui. Un projet ça s'engage, mais aussi on doit savoir l'arrêter. Et on doit savoir pas le commencer. Ça me fait une transition et peut-être une autre aussi sur est-ce que justement cette question du choix des projets, le fait de ne pas tout faire, est-ce que c'est pas une spécificité ou un accent mis par l'agile? Première question. Et deuxième question, voilà, c'est quoi la spécificité d'une approche agile de gestion de portefeuille? Que change l'agile dans la donne, dans la perspective? Moi j'associe gestion de portefeuille agile avec des équipes produits qui fonctionnent en mode agile. C'est comme ça que j'entends. D'accord. Donc, ayant connu en fait les cycles en V sur les comptes web, ce que ça change, et nous on a dû adapter nos modes de gouvernance par rapport à ça. Où avant on avait une gestion de portefeuille assez centralisée, où finalement on décidait d'un point de vue économique de la pertinence des projets. Et puis ensuite, on staffait, on alignait des équipes projets pour faire, avec comme résultat, finalement, des choses qui sont pas forcément très cohérentes d'un point de vue expérience client, puisqu'en fait, on a N projets en parallèle, et ça fait un patchwork à l'arrivée sur nos sites web. Donc on a opté pour des modes de delivery agile, et en fait, on a dû adapter notre processus de gouvernance, parce que le mode de delivery agile, il donne du feedback au processus de gouvernance, c'est-à-dire déjà on a des approches avec l'agile qui sont itératives et progressives, c'est-à-dire qu'on ne lance pas une étude de plein pied avec 3 personnes pour étudier, donc on estime, on regarde, voilà, et ce premier niveau d'estimation est remonté au processus de gouvernance pour dire c'est quoi le pari qu'on fait sur cette estimation pour la suite, et donc ça peut provoquer effectivement des arrêts beaucoup plus tôt que dans le mode classique. Et puis en fait on a des rythmes presque toutes les 2 semaines ou tous les mois avec l'agile qui nécessitent finalement que la gestion, que le processus de gouvernance en fait il s'aligne sur ce rythme beaucoup plus rapide, hein. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur, aujourd'hui on revoit nos portefeuilles toutes les 2 semaines, voilà, alors que auparavant sur des cycles en V on était quand même sur des cycles beaucoup plus longs, donc tous les mois ou tous les 2 mois
Bon, il n'y avait pas grand-chose qui changeait, mais on continuait à avancer notre job. Et que là, en fait, la reconfiguration, la flexibilité demande finalement que nos process de gouvernance exploitent cette flexibilité. Je peux changer un moment, un sujet par un autre, exploite en fait les données d'estimation en disant c'est peut-être pas le bon pari au moment, et puis c'est pas grave si je me trompe, mais dans 2 semaines je pourrais le remettre dans le backlog, etc. Et ça nécessite finalement que les gens soient extrêmement souvent, communiquent extrêmement souvent et réévaluent au rythme en fait du delivery la pertinence des sujets engagés. Alain, oui, sur la question de la... On peut poser une question? Oui. Alors, si je comprends bien, on ne peut pas faire cohabiter des produits qui sont développés en mode agile avec d'autres qui ne le sont pas, puisque la gouvernance n'est pas la même. Et si c'est les mêmes personnes qui font la gouvernance? Alors, mais si c'est hors sujet, je pourrais dire. Non, c'est pas forcément hors sujet. On a effectivement, en fait, on ne va pas prétendre chez Bouygues Télécom que tout se fait au niveau, enfin tous les projets se réalisent au niveau de nos comptes web. On a aussi besoin de services, de systèmes techniques du back-office dans des couches beaucoup plus profondes et qui ne fonctionnent pas dans ces modes-là et à ce rythme-là. Tout l'enjeu de la gouvernance, c'est quand même là-dessus de... Quand j'estime un projet avec mes frontaux web, on va se dire gros, pas gros, en termes de qu'est-ce que ça prend, et est-ce que je suis autonome, pas autonome. Si c'est pas gros, autonome, ou si c'est gros et autonome, grosso modo, c'est local à l'équipe, et finalement, en fait, la gouvernance reste locale à ce niveau-là. Si c'est pas autonome, donc à ce moment-là, on doit mettre en place un mode, entre guillemets, projet de synchronisation, de coordination du socle et du front. Mais toujours en donnant aux frontaux, ou aux équipes qui gouvernent les produits du front, le choix de la roadmap. Enfin, le choix de la date, dans le sens où développez-moi le socle, et quand le socle est prêt, je me plug, soit à 2 si on arrive à être synchrone, soit 2 mois après, mois. Tu peux avoir une gouvernance, on va dire, agile et plus fréquente, avec éventuellement des équipes sur lesquelles tu vas continuer à avoir un effet tunnel et où tu n'as pas grand-chose à gouverner contre-temps. C'est ça? Oui. Alain, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je crois que toi aussi, tu as eu un changement dans la fréquence. Donc, oui, alors, effectivement, nous, on pilote, comme je disais tout à l'heure, des projets qui se font soit en agile, soit pas du tout en agile. Malgré tout, il y a beaucoup d'interactions sur ces projets-là où on obtient beaucoup de... Ce qui nous est important, c'est les boucles de feedback sur les projets, à savoir, on en est où, on a peu de projets qui sont avec des effets tunnels assez longs. On réévalue le portefeuille, on va dire, on fait des boucles d'ajustement tous les mois pour les projets qui sont pas dans la zone d'innovation. Je vais vous parler quand même de 2 apprentissages de cette année. Le premier, c'est que la gestion de portefeuille de projets, notamment sur l'équipe sport, ça s'est très bien passé quand on était drivé par les délais, par les dates de sortie. C'est-à-dire on a essayé de changer la date de Roland Garros, puis du Tour de France, puis des JO, c'était un petit peu compliqué, on n'a pas réussi, c'était un petit peu à la bourre. Donc forcément, là, naturellement, quand vous avez une équipe globalement stable, la seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est sur le projet, fonctionnalité, ce que vous voulez, sur le périmètre. Dès qu'on est passé, on a passé ces événements-là, on les a bien célébrés, et après on a eu un petit peu le coup gueule de bois juste après, puisque quand on était plus drivé par le produit, là c'était tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc là il a fallu vraiment s'ajuster, donc ça c'est un des premiers apprentissages qu'on a eu cette année. Le deuxième, c'est justement, je parlais beaucoup depuis tout à l'heure de projets d'innovation, parce que là aussi, on avait beaucoup d'idées. On a des personnes qui sont en charge de la prospective, des gens qui sont très brillants, qui sont en train de regarder les nouveaux usages, les nouveaux contenus. En gros, notre slogan, c'est notre slogan, c'est pas essayons, c'est réinventons la télévision. De manière un petit peu plus humble, je dis essayons. Donc on a des gens qui réfléchissent à ça et qui arrivent avec plein d'idées. Et donc des idées des fois qui sont super, mais quand vous êtes de l'autre côté, que vous êtes en train de faire des projets, et vous avez un portefeuille de projets qui est déjà bien rempli, des équipes qui sont à fond les ballons, et on vous dit non mais attends, t'inquiète pas, on va rajouter des drones au-dessus du Tour de France, tu verras, ça va être cool et tout. Et on dit ouais, c'est compliqué. Et là on s'est aperçu
on s'est pris les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que à un moment donné, on s'est aperçu que toutes les bonnes innovations, toutes les bonnes idées, on les avait eues, on n'avait pas délivré ces projets-là. Ces projets, en l'occurrence, à chaque fois, c'est un petit peu les projets du grand patron. Quand il y a des sujets d'innovation, c'est souvent eux qui arrivent avec ces idées-là. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on change. Et là, on a adopté une autre manière de gouverner ces projets-là. Là, par contre, c'est hebdomadaire pour ces projets-là. Les boucles de rétro, les boucles de feedback sont là tout de suite. On fait venir, on a diminué complètement les prises de décision, c'est-à-dire que les chefs de projet vraiment impliqués sont dans ces réunions-là avec les grands directeurs pour justement éviter d'avoir une gestion trop compliquée où l'information, le temps qu'elle arrive jusqu'en bas, on a loupé l'innovation. Et donc on a réussi, un des exemples c'était, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais pour nous c'était un bon succès en 2 semaines de pouvoir faire une fonctionnalité de partage de vidéos de ce qu'on appelle du instant replay. Donc vous êtes en train de regarder le match de l'équipe de France au rugby et vous cliquez sur un bouton et vous avez 30 secondes de ce qui vient se passer à l'écran que vous pouvez partager sur Facebook. Ça va changer vos vies. Exactement. Je veux bien entendre ta perspective, Boris, parce que toi, tu avais une approche sur le premier, sur la découverte du produit. Enfin, ça rejoint ce que disait là sur le. Ce qui est intéressant dans le contexte, c'est qu'on a une hiérarchie qui est très plane, puisque il y a le COO, donc Operations, en dessous, il y a quelques responsables produits dont moi je fais partie. En dessous, il y a les product owners, c'est-à-dire les gens qui produisent vraiment. Et en dessous d'eux, il y a les développeurs. Donc en fait, c'est très plat. Quoi. Ça veut dire la montée du développeur junior au CEO, elle se fait en 4 crans. Quoi. Donc c'est hyper plat. Et en plus, il y a une culture de la hiérarchie qui est très faible. Donc le chemin peut être direct si c'est pertinent, mais c'est d'éviter. Donc déjà, je pense que ça change pas mal la perspective. Parce que l'agilité que ça donne, les comités, tout ça, il y a des réunions hebdomadaires, mais quelque part, la boucle de feedback, elle peut être en 1 heure. Alors, je pense que typiquement, c'est plutôt l'échelle de la journée, de la semaine, parce qu'il y a des rituels tous les jours et toutes les semaines, mais on est quand même sur des boucles de feedback très courtes. Ensuite, il y a, je pense, une dimension très intégrée de tous les produits qu'on a. Je pense que c'est la grosse différence. Que ce soit côté plateforme, on travaille sur la même plateforme, les mêmes référentiels de données, les mêmes données même en fait, parce qu'un profil Viadeo, par le B2B, par le B2C, par tous les produits B2C, c'est pareil, par le mobile aussi. Donc c'est hyper intégré. Et ensuite, comme je disais, Viadeo.com est découpé en 5 gros blocs, pas forcément fonctionnels, enfin directement pour l'utilisateur, mais 5 grandes parties. Et en fait, évidemment, ces parties travaillent ensemble. Donc là où l'agilité, au niveau portefeuille, je pense, est vraiment utile pour nous, c'est que chaque équipe a son leadership en mode agile. Évidemment, si on les laisse comme ça va mal se passer, parce que si on dit que c'est aussi intégré, que ce soit par le back ou par le front, bah, il y a des synergies évidentes. Et donc je pense que le côté agilité dans le portefeuille, c'est vraiment... Alors, le côté négatif, ça veut dire être sûr qu'il n'y ait pas de divergence, mais le côté positif, c'est exploiter les synergies. C'est parfois, telle équipe, on va donner le truc de telle autre, parce que l'autre, c'est son roadmap dans 2 mois, mais cette équipe-là, elle en a besoin tout de suite. Donc, et puis, on essaie d'être intelligent. Du coup, bah, on ne va pas demander à l'autre de tout basculer de 2 semaines, ça n'a pas de sens. Et comme il y a une certaine cohérence de tout ce qui est utilisé, bah, on peut se permettre parfois de prendre un petit bout de projet, de dire on va passer 1 semaine là-dessus, puis eux, ils sont contents, ça leur évite de faire un truc dans 2 mois. Donc, cette agilité-là, évidemment, elle s'appuie, je crois que c'est toi qui l'as dit, sur l'agilité des équipes. Enfin, bref, bien sûr, le truc de base, c'est sinon, il y a un effet un peu, on s'aligne sur celui qui va le moins vite. Si on le voit des fois sur des sujets, quand il y a un sujet d'archi un peu lourd qu'on est en train de refondre, bah, forcément, ça va être ceux sur qui on va le moins vite. Donc il y a des stratégies après pour essayer de rester agile malgré ça. Mais en tout cas, je pense que on l'a vu, nous on est vraiment passé toutes les équipes en mode agile qui étaient enchevêtrées, on va dire, parce que sinon, bah, on a des problèmes tout simplement de l'agilité de l'équipe. Quand on vous dit non, en fait, ça il y a besoin pendant 2 semaines parce que l'autre a besoin, et puis eux, sinon le prochain sprint c'est en 2 mois, bah, ça marche pas. Donc il y a vraiment, encore une fois, le parallélisme. Je remets l'accent dessus, c'est vraiment ça qui nous guide, mais je crois que ça vient directement de l'intégration de tous les produits qu'on a. Et moi j'ai l'expérience que de ça en plus dans le domaine web, donc du coup. Tu parlais de tu disais que l'agilité repose sur l'agilité au niveau portefeuille repose sur l'agilité des équipes. Ça me fait poser une question, ça a été évoqué rapidement tout à l'heure en introduction, justement sur la spécificité de l'agile. Est-ce que c'est forcément des équipes stables? Parce qu'en agile on met beaucoup l'accent sur les équipes stables, auto-organisées, qui perdurent dans le temps. Est-ce que c'est pas juste? Moi, en fait, ce que je me rends compte au fil du temps, ce qui marche très très bien chez nous, c'est-à-dire qu'on avait en gros
Comment c'était organisé avant? C'est beaucoup de projets qui arrivaient, et puis il y avait des gens, il y avait une espèce de garde de triage, et il y avait un pool en plus de développeurs qui étaient un petit peu affectés. On a basculé justement sur des équipes dédiées avec des rôles bien définis dans les équipes, et ça a une valeur vraiment incroyable. D'ailleurs, les gens préfèrent. Et aujourd'hui, alors, nous, dans les rôles que l'on a dans nos équipes, donc on a un responsable de projet, directeur de projet. Ensuite, on a des équipes avec souvent Scrum Master / chef de projet technique, ça dépend comment on les appelle. Et moi, j'ai introduit une notion à laquelle je crois beaucoup dans les équipes. Dans ces équipes-là, c'est un technical leader, c'est-à-dire quelqu'un qui peut sortir le projet de l'ornière. Et en plus, on a rapproché tout ça avec soit de la MO avec de l'agile ou avec des responsables infrastructure avec plutôt un modèle DevOps. Ça marche excessivement bien, d'autant plus qu'on a depuis donné toute la visibilité aux responsables de projet sur, non seulement précédemment, peut-être bizarre, je ne sais pas si c'est chez vous pareil, mais les responsables de projet savaient ce qu'ils devaient faire, mais ils ne savaient pas quelles ressources, enfin, ils ne savaient pas quel budget ils avaient. Ils ne savaient pas combien coûtait une ressource, ils ne savaient pas les gens dans leurs équipes combien ils coûtaient. Et tout ça était un petit peu caché, c'était un petit peu une omerta sur le sujet. J'ai découvert que c'était pas un problème de leur donner ces informations, donc je leur donne, et ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Ils sont vraiment très contents de. Est-ce qu'au niveau budget, tu vas piloter on va dire à l'individu, ou est-ce que ton unité c'est devenu l'équipe? L'unité, c'est quasiment le produit. L'équipe itération. C'est quasiment le produit. Et le responsable de projet a pour objectif, il a tous les moyens. Il peut prendre n'importe quelle décision pour arriver à un résultat. Ce qu'on veut, c'est globalement arriver à un certain résultat par rapport à un budget donné. Forcément, quand on fait le pilotage global, ça nous arrive à un moment donné d'avoir des bonnes nouvelles d'un côté ou des mauvaises de l'autre, donc on réajuste, mais ils sont informés. Et chaque responsable de projet a pour moi la responsabilité de choisir les armes qui font qu'il va réussir son projet. C'est lui qui fait le staffing, c'est lui qui fait la gestion de son budget. À la rigueur, ils peuvent même ne pas choisir l'agile comme méthode. Ça m'embête un peu souvent s'ils le font, mais généralement... Tu voulais rebondir? Moi je veux bien... J'ai juste un petit problème, c'est que j'ai pas le mot de passe de l'ordinateur, donc si je vais pas pouvoir vous montrer les slides en fait. On peut essayer le temps de parler. Voilà. Peut-être qu'il y a ça. Quand tu parlais de stabilité des équipes, donc effectivement, nous aussi, en fait, chez Bouygues Telecom, en fait, on a pris le parti de constituer des équipes produits versus projet. Donc en fait, ça quelque part, en fait, on appuie bien le côté stable en fait de l'équipe. Et le projet est en dessous moins important que le produit, on va dire. Dans le sens où en fait c'est le product owner qui, par rapport à son produit, il a des projets candidats, mais c'est lui qui est maître de la roadmap de quand il veut le positionner dans le temps. Donc ça c'est très stable, et je dirais aussi que ce comment on délivre, nous, a beaucoup changé chez Bouygues Telecom au cours de la dernière année, et on a dû aussi adapter notre processus de gouvernance avec des équipes beaucoup plus resserrées, ayant les mandats en fait pour décider pour tous les territoires de Bouygues Telecom, marketing, relations clients, etc. Et cette équipe aussi est pérenne dans le temps. Donc c'est elle, c'est le dialogue perpétuel du quoi et du comment qui s'instaure entre les équipes. Et pour le coup, chez Bouygues Telecom, donc ces équipes produits, nous elles fonctionnent à capacité ou à ressources constantes. Donc en fait, c'est pas une question de budget, c'est une question de ton sujet, il apporte plus de valeur ou il est attendu pour telle date. Donc en fait, on ne va pas parler budget, on va plutôt parler valeur. Donc en fait, c'est à peu près ça l'organisation qu'on a en place sur nos frontaux web. Donc en fait, ça passe par... ça repose en fait sur deux couches. Donc en fait, le comment, c'est vraiment les équipes produits web qui ont une vraie délégation, une vraie responsabilité sur qu'est-ce que je mets dans ma roadmap. Et en fait, elles sont alimentées régulièrement par ce qu'on appelle des comités de priorisation. Ces comités de priorisation sont des équipes stables aussi chez Bouygues Telecom,
très resserré. Donc, tu parlais de planification. Donc, en fait, c'est pas le top management, c'est le top management qui délègue et qui donne les mandats à cette équipe qui couvre ou qui maille tous les territoires, de définir le quoi et de prioriser. En fait, notre processus de gouvernance, c'est finalement de se voir toutes les 2 semaines en réalignant le quoi et le comment en fonction des résultats d'estimation, de la complexité, etc. Donc en fait, oui, c'est un dispositif très stable et très internalisé chez vous. Nous, on a vraiment du mal à définir la valeur, pour être tout à fait honnête. Donc, ça, je ne sais pas comment vous faites. Alors, pour nous, effectivement, ça fait partie de ce qu'on aimerait faire, beaucoup plus valoriser. Mais par contre, en fait, on arrive déjà à faire un premier step avec ça. C'est-à-dire qu'en forçant ou en limitant la CAF, quelque part, on a la capacité à faire, pardon, on a un écoulement naturel des sujets. Donc en fait, on a une priorisation relative des sujets entre eux par rapport à leur valeur supposée. Mais c'est vrai qu'on a des difficultés à avoir une modèle explicite de la valeur. Voilà. Donc en fait, on force, on contraint le système à prioriser. Et donc, il y a une priorisation relative aujourd'hui, pas forcément absolue. Alors justement, c'est quoi les métriques que vous utilisez? Les métriques. Oui. Par rapport à la valorisation. Par rapport à vos projets, c'est-à-dire que ça soit effectivement sur l'estimation, est-ce que vous utilisez directement les métriques qui sont fournies par les équipes de développement? Donc on n'a pas, aujourd'hui on n'a pas de... Alors, déjà ce qu'on met en place, plus que des process et des outils, c'est une organisation qui a les mandats et qui est responsabilisée. Donc en fait, de qu'est-ce qu'on engage, qu'est-ce qu'on n'engage pas, c'est le comité et le dialogue entre le comité et les équipes. Enfin, c'est ça, hein. Donc il n'y a pas forcément de métrique absolue. Quelque part, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de capter au niveau des comités de priorisation. Donc on collecte l'ensemble des besoins, on essaie de voir la valeur apportée, ça peut être des euros, ça peut être l'image de marque, etc. Et après, on discute avec le digital sur est-ce que vous êtes autonome ou pas autonome. Donc ça, déjà, quand on est autonome, ça permet un certain nombre de choses. Et combien de bandes passantes ça peut prendre dans vos itérations. Et en fait, c'est cet équilibre par rapport à l'actualité des projets ou par rapport au delivery qui est prévu pendant les 2 prochains mois qui va dire, bon ce sujet, je l'embarque avant un autre, et ce sujet va chasser l'autre parce qu'il est plus prioritaire. Donc en fait, on n'a pas forcément de métrique, mais en fait, on arrive à... en ayant la vision globale de tout ce qui doit se passer sur le web, à réagencer les sujets, en fonction de la complexité, de ce que ça prend dans la bande passante de chacune des équipes, et puis de la valeur, de l'enjeu stratégique en fait, qui est couvert par le projet. Ça veut dire qu'on va avoir des contraintes budgétaires. Pourquoi on n'a pas... si, on a quand même des contraintes budgétaires. Quand on vous entend parler, c'est... Si, on a des contraintes budgétaires, puisque ce mode-là, on est passé à ce mode-là aussi, parce que finalement, en passant à ce mode-là, on a réduit quasiment de 50% de nos budgets alloués au digital. Donc en fait, quand on dit qu'en fait, effectivement, on a du mal à évaluer la valeur, etc., mais on a vraiment contraint la capacité à délivrer. Vous avez été contraint par le budget. On s'est contraint parce que quelque part, en fait, on savait un peu que ça allait être compliqué de valoriser les sujets. Donc en fait, on met une contrainte très forte sur le delivery. Sur la capacité à faire. Voilà, sur la capacité à faire. Qu'est-ce qui coûte moins cher en fait? Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Aujourd'hui, ce mode-là de delivery. Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Vous avez réduit de 50%. Qu'est-ce qui vous a permis d'obtenir cette réduction? Qu'est-ce qui nous a permis de... Excuse-moi, je vais répondre. Je ne crois pas que c'est une question de qu'est-ce qui a permis, c'est un choix, une nécessité de réduire. Donc après, comment on a procédé dans ce cas? En faisant moins de choses ou en adaptant ce qui est le pilotage du portefeuille en fonction on a de la capacité. diminué notre capacité à faire par rapport à ce qu'on pouvait délivrer il y a 2 ans. Merci. Ça suppose qu'il y ait une connaissance à un niveau ou à un autre, on rejoint la question des métriques, de la vélocité ou de la capacité à délivrer. Après, on entend souvent dans les équipes agiles, entre 5 et 12 personnes, donc voilà, de toute façon on a cette borne supérieure et on essaye d'être entre 5 et 12 et c'est ce qui est absorbable par l'équipe. Quand vous parlez de passant, toute capacité à faire, vous parlez de vélocité.
Pardon? Quand vous parlez de bande passante ou de capacité à faire, vous parlez de vélocité. Vous dites vous adressez à l'équipe pour leur demander leur capacité à faire. Donc quelque part, vous leur demandez quelle est leur vélocité. En tout cas sur... Oui, alors grosso modo, quelle est à date de présentation du sujet, quel est le poids que ça va représenter en macro? Il exprime comment? Est-ce qu'ils ont une unité commune? Oui, à taille de t-shirt. On dit small, medium, big. Et après on dit un medium c'est de small, un big c'est le medium. C'est une vélocité, exactement, au niveau macro. Au niveau macro, mais qui n'est pas engagé dans un sprint et qui permet global. Pour être sûr que j'ai bien compris, la que vous citez, c'est équipe fixe stable, par contre sujet très volatile. Sujet volatile. Les sujets et les priorités peuvent fluctuer dans un cycle court. Par contre, j'ai l'impression que vous décrivez des équipes de développement qui, elles, sont stables, mais par contre pourraient voir leur sujet varier assez souvent. C'est ce que j'ai bien compris. Elles pourraient voir leur sujet varier. Après, quelque part, en fait, les comités ils veillent quand même bien à l'alignement de l'enjeu de la stratégie sur le digital. Donc la stratégie, même si elle a l'occasion de changer elle pourrait changer tous les mois, elle ne change pas tous les mois. Par contre, ce ne sera pas là tout le monde, c'est que ce ne sera pas le cas de l'équipe. L'équipe a finalement un cycle de vie beaucoup plus lent et long, beaucoup plus stable que la priorité des sujets qui lui sont adressés. Oui. Nous, ça dépend en fait. Nous, on a connu les deux. On a parfois des équipes stables, parfois des équipes instables. On a quelques internes, on a du renforcement en prestation, des gens qui viennent chez nous. Et donc, on peut jouer avec ça. Mais nous, on n'a pas diminué notre capacité. Nous, vraiment, le portfolio, c'était, on avait une capacité et une demande qui était. Et donc, nous, après, une fois que le projet il est choisi, à la limite, on joue avec les périmètres, les dates. Et là, il y a effectivement tout le pilotage et le besoin aussi, sans équipe stable, on n'arrive pas du tout à prédire, à piloter. Mais nous, on était vraiment le cran du dessus et on a dû trouver la bonne granularité avec des gens qui étaient du comité de direction et du business et qui voulaient vraiment, qui avaient besoin pour leur marché, pour beaucoup de choses. Et vraiment, du coup, pour nous, le sujet clé, ça a vraiment été de décider. Une fois que c'était décidé, donc quel projet on va faire, quel projet on va faire juste après. Et donc alors qu'on dit qu'on ne fera pas, ou ils sont en bas de la pile, mais c'est la même chose, ça a vraiment été ça. Et là, on a, je pense que pour moi, ce qui est la spécificité de l'agile, finalement, un portfolio agile, je pense que quand on est au niveau du portfolio, le sujet clé, c'est quand même la valeur, l'alignement avec la stratégie. Et ça, moi, j'ai pas fait de portfolio pas agile. Enfin, je pense que c'est le même sujet. Oui, c'est exactement le même sujet. Et je pense que ce qui diffère, c'est effectivement la notion de just-in, juste l'info qu'il me faut pour décider, d'être le plus efficace possible, et la revue fréquente. Je pense que c'est vraiment ça qui change, que c'est pas une fois par an ou une fois. Même, alors nous, comme on n'est pas sur la réalisation, une fois qu'un projet il est parti au moins pour 2, 3, 4 sprints. Mais c'est de revoir le portfolio. Donc nous, les gens qui revoient, c'est vraiment plutôt du comité de direction. Ils n'ont pas délégué forcément. Après, ça c'est plus opérationnel. Du coup, déjà, quand on revoit tous les 2 mois, on a la possibilité de revoir des choses, mais sans trop switcher non plus. Mais c'est vrai que la capacité à faire est aussi ce qui contraint. Je pense que si on n'avait pas ça, on prioriserait moins de projets parce qu'on pourrait tous les faire. Je reviendrai peut-être après sur la question des métriques. Un des points que tu as abordé, c'est la notion de la visibilité. Ouais. Et je crois qu'Alain, tu m'avais parlé de l'importance de la visibilité à la fois vers le haut et vers le bas. Oui, effectivement. Alors, justement, il faut organiser ces boucles d'information, de feedback, et c'est pas simple. On voit, c'est-à-dire que les équipes sont prises dans leur quotidien quand il y en a plusieurs comme ça en parallèle. Avoir le bon niveau qui remonte vers les décideurs, c'est ce que tu disais, pour prendre des bonnes décisions. Donc nous, on a organisé un reporting hebdomadaire où on remonte finalement chaque équipe remonte, enfin juste du bon sens, hein, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui a été mis en prod, quels sont les faits importants et les risques. Donc toutes les équipes, chaque chef de projet remonte ça à son responsable de projet, enfin, quand il y en a plusieurs, quand on a une petite pyramide comme ça, puis ça remonte jusqu'au directeur de France Télévisions, édition numérique. Et à partir de ça, on est capable, lui-même relie tout ça, donc souvent ça correspond à 7-8 pages par semaine de faits. Et je peux vous dire qu'on les revoit en comité de direction pour essayer
dénouer des problèmes quand il y a des alertes, quand il y a des problèmes. Donc c'est vrai que je pensais pas, mais tu as raison, c'est des boucles de rétroaction à la sortie du CODIR qui a lieu le lundi. Ça m'est déjà eu arrivé d'aller voir une équipe et de dire ben voilà, pour ce problème-là, voilà ce qu'on a décidé. Et par ailleurs, ce qu'on fait aussi pour essayer d'avoir parce que c'est bien beau de siloter quoi, quelque part, d'avoir des équipes très orientées sur un produit, mais après elles perdent un petit peu l'information de ce qui se passe autour. Et donc ce qu'on fait maintenant, c'est ça fait 2 mois qu'on prend les faits marquants de ce reporting qui fait 7-8 pages, on le condense et on renvoie à tout le monde, surtout tout le monde, reçoit son mail le lundi expliquant quels ont été les faits importants de la semaine. Et ça, c'est plutôt une bonne pratique qui est appréciée. Alors tout le monde ne le lit pas, c'est pas très grave. Mais en tout cas, l'information est partagée. Pardon, tu veux dire Alain, nous effectivement, la communication montante, elle est assurée directement par le comité de priorisation. Et la communication descendante vers les équipes, nous, on souhaite vraiment, le jour d'après un comité de priorisation, on réunit toutes les équipes produits pour effectivement leur faire le débrief de ce qui a été priorisé, pour aussi partager, parce qu'en fait ce qu'on priorise, c'est pas des solutions, hein, c'est vraiment des besoins. Donc il peut y avoir un système technique qui peut le faire avant un autre. Donc voilà, donc pour bien partager et pour effectivement assurer la cohérence et puis aussi prendre des opportunités de systèmes qui peuvent aller plus vite que d'autres pour réaliser certaines fonctions. Ça m'intéresse, avant de revenir sur les pratiques, Boris, on avait évoqué tout à l'heure la question de la valeur et la question du retour sur investissement. J'imagine que toi, dans ton cas, tu as une boucle de feedback sur, que ce soit en B2B ou en B2C, sur ce que donne effectivement le produit web, ce qui n'est pas forcément le cas dans votre domaine, ou en tout cas moins facile. En fait, ouais. Dans le web, forcément, il y a la culture de la mesure et puis c'est beaucoup plus facile, évidemment. Donc il y a une équipe de BI déjà, donc ça veut dire il y a un Head of Business Analytics qui a des BI sous lui et chaque BI est dans une team produit. En fait, typiquement dans les 5 teams produits, il y a des exceptions, mais globalement, on va dire il y en a un par équipe. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais c'est ça globalement. Donc qui est chargé, ça de remonter les métriques, d'analyser la valeur de ce qui est fait d'un point de vue KPI. La valeur, c'est aussi très ambigu. La valeur, c'est pour qui? C'est pour Viadeo en tant qu'entreprise, pour l'utilisateur B2C, pour le client B2B, et souvent les trois ne sont pas alignés en fait. C'est ça qui est assez intéressant. L'évaluation de valeur, parfois, nous typiquement si on bride de la feature, on va avoir plus d'abonnements premium, donc ça crée de la valeur pour nous. À court terme au moins, pour l'utilisateur, ça dépend, d'une certaine façon oui pour celui qui passe premium, non pour celui qui est contraint que ça dégoûte. Oui, c'est quand même assez compliqué. Donc la définition de la valeur est toujours un peu, on va dire, complexe. En tout cas, ça se projette dans des KPI, ça c'est sûr, qu'on suit. Et on est capable de quantifier, alors modulo après les incertitudes de mesure, l'impact sur les KPI, après de savoir si quand des KPI, un fait ça, l'autre fait ça. Après, ça c'est une décision presque stratégique de dire oui si ça vaut les faire, oui ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, il y a bien cette notion de suivi de KPI qui est assez récente d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est en train vraiment de finir de la mettre en place. Mais maintenant c'est vraiment, c'est-à-dire j'ai amélioré le profil pour rajouter de l'information. Il y a toujours autant de modifications de profil, donc j'ai pas amélioré. J'ai cru que j'ai amélioré, on a un biais énorme. Il y a un truc qui est super dur chez nous, c'est qu'on est très homogène comme population. Quand même, grosso modo parisien, web, génération Y, les utilisateurs de Viadeo, c'est pas ça. Il y a beaucoup plus de provinciaux que de parisiens, forcément. 10% de la France est parisienne. Génération Y, une partie mais pas tous. Web, très peu. Et donc parfois aussi, ce qu'on peut croire avoir de la valeur, on va se rendre compte que dans le KPI ça bouge pas. Pourquoi? Parce qu'en fait la personne elle s'en fiche d'avoir un UX meilleur. Je suis un grand partisan de UX. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que les KPI remettent un peu ça à plat. Ça veut dire ce gap qu'il peut y avoir entre ce qu'on croit, par exemple pour l'utilisateur avoir de la valeur et la réalité, le KPI à un moment si ça bouge pas, ça bouge pas. Et on peut chercher des excuses qu'on veut, mais c'est un fait. Alors du coup, comment est-ce que vous validez les assumptions que vous faites sur vos utilisateurs et la réalité pour vérifier que vos KPI sont toujours alignés avec ce qui marche pour vous? Alors il y a deux réponses. La première c'est que déjà souvent on se plante. Donc vous mesurez l'échec. Oui, on nous assure. Une fois que vous avez implémenté. Exactement, et il y a aussi essayer quand même en amont d'avoir avec des focus group, des choses comme ça, une compréhension de ce qui peut être intéressant et de le faire.
Mais effectivement, et quand on dit qu'on se plante, on fait de l'A/B testing, donc évidemment. Enfin, on se plante sur le A ou B, ça dépend comment vous voyez, mais sur le petit des deux. Mais par exemple, on a introduit là récemment le numéro de téléphone au sign-up, et on regarde, forcément, vous demandez ça fait diminuer le taux de conversion. Et à un moment, alors c'est typiquement dans la notion de on a plus de numéros de téléphone, ça convertit un peu moins bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, alors là, c'est pas vraiment ni un échec ni une réussite, c'est plus un choix après à faire. Mais en tout cas, on parie qu'en le faisant comme ça, on aura pas trop d'impact, et après on mesure, on se dit bah oui, bah non. Donc, mais c'est très piloté par la mesure, parce qu'à un moment aussi, faire les études en amont, l'agilité, c'est aussi ça, c'est faire l'étude en amont, faire 10 focus group, et 3 mois plus tard, se dire c'est ça qu'il faut faire. Bah, parfois, c'est plus rapide d'aller tester, se dire est-ce que ça fait diminuer, on peut faire un focus group, on peut aussi le faire rapidement. En mode quick win, par exemple, on va le faire juste en front, c'est-à-dire qu'à la limite, on va pas modifier le bac, parce qu'il y a des impacts sur le bac qui peuvent être plus lourds, on le fait pas, on fait le test, si ça convertit comme on veut, boum, on va faire l'impact en bac qui est beaucoup plus lourd. Donc des choses comme ça, une démarche pour le coup vraiment libre. C'est-à-dire de se dire, essayer de tester le plus possible avec le minimum d'impact. Là, vous testez quand même en lourd en ayant construit. Non, parce que là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est juste changer dans le sign-up en front ce qui se fait, et dans le back, c'est géré pareil. Ça veut dire que, typiquement, si vous avez plus qu'à 7.3, ça ne sera pas sauvé pour 5% des users, mais on s'en fiche, parce que ce qu'on mesure, c'est la conversion. On se fiche de savoir s'ils sont au milieu, parce qu'on veut mesurer, c'est une expérience en fait, c'est pas le produit final. Et après, une fois que ça c'est prêt et qu'on est OK avec ça, bah là, derrière, il y a le travail de back qui est forcément plus lourd. Parce que l'agilité qu'on a sur le front, c'est pas la même que sur le back. On est quand même, c'est lourd quand même. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais compléter je reviens sur la notion de KPI. Nous, en fait, je suis même assez fier parce que j'ai réussi il n'y a pas longtemps à influencer ma direction pour qu'on ait 2 grands KPI. Il y avait un KPI qui était chez nous l'audience. Nombre de personnes, pareil, juste le deuxième, en fait, et c'était un petit peu le problème qu'on avait parce que justement les projets d'innovation, les mesurer à l'aune de l'audience, ils ne passent jamais. Si vous avez des problématiques comme ça, c'est-à-dire justement ce que tu disais, des projets ou des idées ou des features qui rentrent en concurrence, qui sont antagonistes, là, nous, on a un nouveau KPI qui s'appelle l'effet, comme il a fait ce matin, wow. C'est wow. Et donc, tous les projets d'innovation, en fait, on regarde, est-ce que ça fait des effets wow ou pas? Alors, l'effet wow, ça peut être juste de la communication, ça peut être juste sortir la feature juste avant TF1, ça c'est super wow. Mais ça permet justement de ne pas sortir des KPI qui n'ont absolument aucun sens, parce que sur de l'innovation, ils ont commencé certaines personnes avaient commencé à proposer des KPI qui étaient juste infaisables pour les mesurer, donc ça permet d'éviter de perdre du temps pour les mesurer. Et surtout, à côté de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sanctuarisé un bout du budget juste pour ces projets-là. Ce qui fait que, de l'autre côté, moi, dans tout le portefeuille, j'ai repris un concept qu'on avait développé chez Opto, qui était zone d'innovation, zone de rationalisation. Donc, tout ce que j'appelle les projets classiques, c'est la zone de rationalisation. Et là, on est drivé par les KPI que vous voulez. Et la zone d'innovation, par contre, c'est des KPI. Enfin, en gros, il n'y a pas de KPI. C'est une équipe qui se réunit, on a un budget sanctuarisé et on peut les développer. Et tu garantis une diversité de ton portefeuille. Exactement. Et là, par contre, c'est là où on est passé en hebdomadaire. C'est intéressant, juste l'opposition KPI innovation. Parce que nous, par exemple, on l'a pas du tout. C'est-à-dire que l'innovation, elle est au service des KPI qui sont toujours les mêmes et qu'on mesure. Donc, juste pour dire, ça ne s'oppose pas forcément. C'est pas KPI versus innovation, hein. C'est features qui vont dans le sens d'un produit versus, à un moment donné, du test. Mais j'entends ce que tu veux dire. Sur un produit en particulier, effectivement, tu peux avoir des features qui sont de l'innovation aussi et qui participent. Là, je parlais plus de projets complètement séparés. C'est faire des choses à côté, essayer de nouvelles choses. Sur téléconnecté, il y a plein de choses qui vont changer votre vie. Alors nous, on était dans un autre... Juste une question, comment se positionne ce qu'on appelle traditionnellement la recette et moi dans vos organisations? Est-ce que c'est itératif? Est-ce que ça suit le développement ou bien il y a toujours des recettes au final utilisateurs? Moi, je suis trop jeune pour comprendre la question. Ouais. J'ai pas pris envie. Est-ce que ça suit? En fait, nous, il y a une particularité de France Télévisions, c'est qu'on a peu de systèmes d'information. Je sais pas si... Moi, je viens du monde d'abord du système d'information, où effectivement, il y avait
choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre lui non plus. Parce que quand on est sur du web, effectivement il y a des phases de recettes, mais on n'est pas sur des choses très compliquées. C'est-à-dire quand on sort un site, la recette, oui, il y a des gens de la MOA qui font la recette, c'est aligné sur les sprints, mais c'est pas aussi marqué, aussi compliqué que ce que... Enfin, c'est sûr que ça c'est pas aussi compliqué, parce que j'ai fait beaucoup de SI d'assurance, par exemple, où quand on faisait une recette, il fallait de temps en temps, quand on touchait un truc, il fallait tout resetter, enfin, c'était une vraie catastrophe. Là, je dois l'avouer, le contexte est beaucoup plus simple, donc je suis pas sûr de vraiment pouvoir vous aider. Je crois que c'est une question un peu indépendante. Quand on parle d'équipe, c'est équipe au sens large, équipe dev, tout ce qui permet de produire et de mettre en prod. La preuve, Alain a parlé de DevOps. Oui, alors je peux faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que très courte, associée à ces méthodes agiles, à ces gestion de portefeuille agile, mais méthodes agiles, moi je crois énormément à l'industrialisation pour automatiser tout un tas de choses. Et effectivement, aujourd'hui, sur certains systèmes, je peux vous le déployer sur n'importe quelle infrastructure. Il me suffit d'une carte de crédit, en 2 heures, on déploie tout. L'infra, la config, l'appli, et tout, quoi. Donc voilà, si j'ai un conseil juste rapide sur le sujet, c'est penser aussi à industrialisation, parce que derrière, ça vous fait gagner un temps incroyable. Donc ça, c'est une note à prendre. Non, sur la valeur, moi je pouvais compléter, parce qu'à un moment on n'est pas du tout, on a des produits online, offline, de l'intranet, on est une vieille société, on va fêter 100 ans avec une structure encore hiérarchique, classique, pilotée par des médecins, donc des experts. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à construire, en fait à rendre explicite la valeur. Et à construire un modèle de valeur partagée. Il y a de la valeur, je pense qu'au niveau du business, le business pilote par la valeur. La valeur, c'est pas forcément des euros, ça peut être réglementaire, on a des impératifs réglementaires. Nous, si on se plante, je ne sais plus qui parlait des bugs ce matin, Alex, en disant s'il y a un bug, c'est normal dans l'informatique, nous, s'il y a un bug dans nos produits, on peut tuer des gens, donc c'est quand même... Et donc... non. Voilà, nous, oui, donc, mais bon, on a des bugs quand même. Et donc, le pilotage par la valeur, en fait... mais pas qui tue les gens, je vous rassure, parce qu'on a une cellule de validation à l'ancienne, qui repasse. Et donc, ce qui a été très difficile, c'est d'expliciter la valeur, de construire un modèle de valeur partagée explicite. Et en fait, là où on a vraiment réussi à le faire, c'est un jour on a collaboré vraiment, on a fait un atelier collaboratif où on a construit, on avait préparé avant à travers des qualifications de projets, on avait travaillé avec le business, des A4, donc juste l'information nécessaire pour avoir des infos sur le projet, à quoi il sert, quels sont les enjeux, des indicateurs de réussite. On a réussi à avoir assez bien quand même. Et on a fait des pokers de projets avec les équipes techniques, donc on a fait des évaluations relatives des projets en prenant un, celui-là il est plus gros, il est plus petit, etc. Et en fait, avec le business, on a passé une après-midi à construire, à représenter les projets et les positionner les uns par rapport aux autres. Et c'est à ce moment-là, on a construit, donc ça c'est déjà les A4, on a construit sur un diagramme à bulles. On a construit, en fait, j'avais préparé les projets en fonction de l'effort qu'ils représentaient, c'était multidimensionnel, il y avait quelle partie du business, est-ce qu'il y avait des dépendances avec les API, etc. Et la taille. Et en fait, on a ensemble, au mur, on a positionné les post-it, on les a déplacés, et on a représenté la valeur comme ça, donc on a consolidé tous les projets. Et ça a été en fait le moment où ça s'est fait ensemble. Mais il n'y avait pas moyen de construire le modèle de valeur. Il y avait encore besoin que la valeur ce soit vraiment le business qu'il a. Et donc quand on l'a fait ensemble, on a déplacé et on a effectivement représenté en fonction du revenu, dans le temps, etc. Mais on ne pouvait pas avoir encore, il n'y avait pas la maturité pour dire ben, le PO, il va sur une échelle de valeur, il va pouvoir dire, bon, on va construire ensemble, comme on a pu voir ce matin avec Romain, un modèle de valeur, ça, et finalement tel projet. Je pense que dans le sujet de la valeur, il faut construire un modèle de valeur partagée et ça nécessite d'expliciter. Et l'explicitation, c'est quand même un gros sujet. Quand Doris en parlait, c'était assez simple parce qu'il y avait un produit, on va dire, stratégie. Après, il y a les variations de B2B, B2C. Alors, toi, ouais, moi j'ai plein de produits, plein de cibles différentes, avec, on a des produits qui sont vendus, des produits qui sont souscrits, un payeur qui n'est pas l'utilisateur, etc. Donc, pas forcément des choses qu'on peut mesurer. Donc, effectivement, c'est un modèle de valeur complexe, intéressant à travailler, mais finalement, c'est la collaboration. C'est vraiment un moment où il y a une grosse collaboration du métier.
du business qui a permis de représenter ensemble la valeur. Et donc, au lieu que chacun voit sa chaîne de valeur parallèle et son besoin, sa pile de demandes parallèles, il y a aussi eu, donc ça on rejoint l'action de la visibilité qui est utile pour piloter mais aussi pour descendre finalement parce que ça reflète la stratégie. Il y a vraiment eu le moment où on voit en même temps toutes les attentes et donc là ils ont vu aussi que et tout ça et en fait du coup on avait les post-it de projets et il y a plein de projets quand on a construit cette représentation qui sont passés bon on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard et donc on a choisi des projets qu'on ferait. Est-ce que vous utilisez des personas pour enrichir vos modèles de valeur? Je m'adresse à tous les cas. J'aimerais bien. À mon avis, vous également. Ouais, je pense aussi. On l'a travaillé sur certains, on a travaillé sur des produits, effectivement, avec les personas, etc., mais pas à ce niveau-là, et je pense qu'on y gagnerait. Ça me fait une transition de tout trouver sur les pratiques. Vous avez pas mal évoqué la notion de la gouvernance avec les différents comités ou l'absence de comités, en tout cas pour avoir des boucles de feedback rapides. Vous avez évoqué les A4, les outils de visualisation. Est-ce qu'il y a d'autres process, pratiques, outils Moi j'en ai un, c'est séquestrer le décideur. Donc en début d'année, en fait, je me suis aperçu qu'on avait effectivement une gestion de portefeuille, mais d'habitude c'était... en gros, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait quand même une vision pas alignée entre chaque, on va dire, grand responsable de projet et le top management. Et donc, pour faire ça, on a commencé à interagir, puis vous savez, il y a ce fameux modèle en étoile où mais vas-y, dis-leur que machin, on dit non mais... et puis, j'en ai eu un petit peu marre et j'ai dit non, j'organise ça, donc on a préparé tout ça avec chacun. Moi j'ai demandé à chaque responsable de grand domaine de définir sa vision, de définir des roadmaps sur leurs produits, ce qui a été, pour y revenir, très compliqué parce que finalement c'est pas très simple de définir des roadmaps, même sur, je parle même pas plus de projet d'innovation, mais définir une roadmap, même quand on fait du projet agile, même si on a l'impression que c'est simple, ben c'est pas très simple. Et j'ai pris le décideur et on l'a mis, on l'a scotché sur son siège pendant 2 jours pour passer en revue tout le portefeuille de projet. Ce qui a permis, au bout de 2 jours, vraiment au bout de 2 jours, à la fin du 2e jour, on avait aligné tout le monde. Ça rejoint ce que disait Caroline juste avant. Ouais. Exactement. Et à la fin des 2 jours, on a pu donner à tout le monde la feuille de route pour l'année. Enfin, globalement, hein. Après, il y a des ajustements qui se font tout le temps, mais voilà, là, ça a été, je pense que ça a été... Donner un cap. Exactement. Et en termes de priorisation, on avait effectivement 4 priorités. On ne me demande pas pourquoi ça a commencé à P0, puis P1, P2, P3. Mais je le dis parce que c'était assez rigolo. Donc il y avait P0, c'était les projets qu'on est absolument obligé de faire. P1, c'est on a fait globalement une bonne année. P2, on a fait une très bonne année. Et P3, on ne les fera pas. Voilà, et ça permettait dès le départ, effectivement, il y avait tout un tas de projets, quelques projets qui étaient au final en P3 et on sait globalement qu'on les fera pas sur Est-ce que je peux... Enfin, vous avez pas mal parlé de ce que vous avez mis en place de votre perspective, mais c'est quoi votre rôle à vous? Quand vous voyez votre rôle? J'ai commencé. En fait, moi je suis arrivé récemment déjà, je suis arrivé il y a 3 mois, j'ai pris le rôle que j'ai actuellement il y a 1 mois et demi, c'est assez récent. Donc en pleine fin de transition agile de l'IADO, c'est-à-dire le moment où vraiment les pratiques agiles sont là. Moi, mon rôle, il n'est pas tant méthodologique on va dire, sur la partie d'une part priorité et sur la partie décision de produit au quotidien. J'essaie vraiment d'être au quotidien avec les 5 équipes, et que ce soit des décisions de produit, de UX, de décision de produit, de qu'est-ce qu'est la valeur pour l'utilisateur, de décision, ok, c'est sur le bac, dès que ça touche au bac, c'est bien beaucoup plus compliqué, donc de voir ce qu'on fait, de faire aussi le lien du coup pour chaque sujet entre les sujets bac les plus crades et une décision UX, parce que le designer UX fait souvent très plaisir, avec une petite vignette, là on va mettre la photo du gars, mais il ne sait pas que derrière, on est absolument capable de le faire tout de suite, et que pour la valeur que ça apporte, ça vaut pas le coup. Donc il y a ce rôle vraiment, ce que j'aime bien, c'est le rôle à la fois stratégique et opérationnel, et vraiment la double casquette, alors jamais suffisamment opérationnel, parce qu'on a beau dire, il y a les 15 heures de meeting de son qui passent, puis les 10 heures qui viennent en plus, puis après il reste encore 20 heures à faire, puis un peu le soir chez soi, un peu le week-end.
mais un rôle vraiment le plus opérationnel possible, en amenant la vision transverse et la vision un peu hauteur de vue. J'ai l'impression que ça rejoint, pour avoir travaillé ensemble, la façon dont tu... Ouais. Moi j'ai été en fait très initiatrice du phénomène, très de mise en place du processus, parce que je pilotais les PO, il y avait tous ces projets, etc. On ne se sortait pas, donc j'ai vraiment proposé et mis en place tout ça, qui aujourd'hui est plus dans mon périmètre en fait. Et après, je pense que j'ai eu un rôle de facilitateur, c'est-à-dire de facilitateur du processus. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide, par contre, je vais aider les uns les autres à récupérer la bonne info, organiser des comités, les piloter, etc. Et donc faciliter le travail. Et en fait, il est arrivé un truc assez intéressant, c'est que le portfolio a été repris d'une certaine manière à l'occasion du budget cette année, par le contrôle de gestion, par la direction financière qui s'est investie et qui a ajouté finalement, qui a repris, donnez-moi toutes les demandes de projet, on va voir, parce que même en Agile, nous on a encore un phénomène budgétaire annuel, où on regarde, donc il y a toutes les demandes, puis on voit ce qu'il va falloir. Et en fait, il a ajouté aussi, du coup, on a aujourd'hui une autre représentation des projets qu'il a mis en place, qui est plutôt par cadran, 1, 2, 3, 4, très très important, etc. Et qui est dans le temps toujours. Et donc on voit très vite qu'on a beaucoup de projets très importants sur les deux premiers trimestres. Donc on va pouvoir jouer avec le reste. Et il l'a couplé à une analyse des produits. En fait, les produits étaient matures, pas très matures, innovants, etc. Donc du coup, je pense que ça va vivre un peu différemment. Moi, je vais me recentrer sur du back-office aujourd'hui. Donc il va falloir que je mette en place un portfolio sur le bac, donc les trucs bien crânes. Donc je vais voir ce que ça fait. C'est un autre défi. Mais je pense qu'après, c'était vraiment, alors moi, c'était vraiment de la facilitation. J'étais vraiment pas côté produit, il y avait des gens du produit. Et en fait, je facilitais, j'initiais, je facilitais. Toi, Jean-Brice, sur cette espèce de facilitation? Alors, moi, je me retrouve aussi beaucoup dans la facilitation, beaucoup dans ce que dit Boris. Moi, j'appelle ça de l'intégration, en fait. Finalement, on a des sujets dans lesquels les équipes sont autonomes, et là, grosso modo, on laisse les équipes faire, c'est leur responsabilité. Par contre, après, on a des sujets qui nécessitent de mettre en relation plusieurs équipes. Alors là, le mode de gouvernance, c'est vraiment de les responsabiliser. Enfin, portefeuille agile aussi, c'est appliquer au niveau un peu exécutif aussi quelques valeurs de l'agile, c'est-à-dire la responsabilisation, la délégation, etc. Donc c'est plus imposé, mais c'est plus faciliter, animer les communautés voilà, pour amorcer le dialogue et faire en sorte que les projets se synchronisent. L'intégration et garantir la cohérence. La cohérence, j'ai l'impression que c'est un terme qui est pas mal revenu dans les échanges. Ce besoin de quelqu'un pour apporter cette cohérence. Oui, c'est important d'intégrer parce qu'en fait, on a grosso modo 5 produits web, on a plein de systèmes back-office, donc quand même il y a beaucoup de connexions qui peuvent se produire, et donc en fait c'est hyper important en fait, pour garantir un delivery, quelque part une valeur, d'arriver à aligner les différentes parties prenantes et les différentes parties opérationnelles. Et ça, je pense que c'est effectivement pour les personnes qui effectivement prennent en charge le portfolio. Effectivement, avec grande vision transversale. Effectivement, avec une posture vraiment différente de ce qu'on pouvait avoir dans la mode de cycle en V, où en fait finalement on disait il a été décidé de faire ça, donc on impose et vous vous débrouillez et on aligne les moyens. Là c'est plus, c'est hyper prioritaire, regardez la roadmap, regardez pour l'entreprise, mettez-vous en relation, mettez-vous en action pour j'ai bien compris ce rôle de facilitateur, et d'un autre côté, j'ai l'impression que je rapproche ça des échanges que j'ai avec des personnes qui travaillent sur le portfolio. Donc il y a ce besoin de quelqu'un qui a de la seniorité, qui est capable de faire cette intégration, comme tu l'appelles, de faire le lien. Mais comment ça se passe si vous partez en fait? Est-ce qu'il y a moyen de... J'ai l'impression que le fait d'avoir quelqu'un qui connaît, qui est capable de faire le lien entre les sujets crades du back-office et les aspects très front, en tout cas. Enfin, pour moi, c'est pour ça qu'il y a des responsables du portefeuille. Enfin, moi, si je parle, je pense qu'il faut un autre rôle qui fasse cette fonction-là. Mais effectivement, en fait, c'est comme au niveau local sur une équipe agile, c'est pas le delivery qui compte, c'est quand même quelque part dans l'équipe, quelle est la vision qu'elle a du produit. Là, de la même façon, l'intégration, c'est quelle est la stratégie. Ça donne le cap, et après, on a les voies exploratoires de l'agile qui nous permettent de la chose. Mais on a besoin de garantir ce bout en bout, d'avoir une cohérence globale, et c'est un rôle
pour moi qui est nécessaire si on peut pas, si chaque équipe ne doit pas se perdre dans chacune de ces initiatives. Et est-ce qu'il y a besoin forcément d'aller très loin sur les sujets opérationnellement, avec les PO Non, après j'arrête de parler. Parce que c'est un peu ce que tu avais dit, moi j'ai une grosse partie de ton travail. Il y a un vrai rôle de coaching au quotidien, enfin, mais pas méthodologique encore une fois, parce que c'est pas mon rôle et que j'ai pas de légitimité, vraiment sur le produit. C'est-à-dire de prendre des bonnes décisions de produit, de construire un produit de qualité qui ait du sens, enfin qualité au sens de ce qu'on construit et qualité au niveau du sens que ça a de construire ce produit. Pour moi, je ne peux pas envisager de faire la gestion de portefeuille sans avoir une vision très très claire de ce que le PO a en tête. À chaque fois, sur chaque produit, on se doit d'avoir une très très bonne compréhension de qu'est-ce qu'il a en tête et vice-versa, d'alignement sur la capacité à faire. C'est-à-dire, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas prendre la décision à un moment donné de faire ou de ne pas faire un projet ou un produit. Donc pour moi, elle est vitale en fait, cette relation. Pour moi, le product owner, en termes d'opération, il a sa zone de responsabilité. On peut lui demander, mais on ne peut pas se substituer à lui. Et vraiment, c'est... Je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'il faut vraiment comprendre ce qu'il a en tête et plus que pas forcément substituer, c'est plus lui qui parle, à la limite, toi qui écoutes et qui pose des bonnes questions. C'est une relation. Moi, peut-être parce que nous, on est plus petits aussi, je pense qu'effectivement, c'est pas un hasard si les gens qui vont mettre en place des portfolios sont des gens qui ont une très bonne vision, assez complète de l'entreprise, qui vont pouvoir initier. Mais je pense qu'un enjeu de la survie du portfolio, c'est que justement, ça ne soit pas capturé par ces personnes. Et c'est pas facile en fait, parce que nous, par exemple, on est une entreprise pas très grande et finalement, chacun va faire un truc, pas forcément de double, ou parce que c'est un sujet qui est passionnant. Et je pense que, moi, j'ai pas forcément su le faire correctement. Et je pense que pourtant, il faut absolument, quand on a mis en place justement une gestion de portfolio, un minimum en tout cas, il faut absolument, pour que ça perdure, que ça vous dépasse complètement vous en tant qu'initiateur ou facilitateur. Donc il faut que ça devienne quelque chose de l'entreprise, que ça soit porté par d'autres gens, que ce soit repris. Et pourtant la tentation peut être grande de le garder parce que c'est super, parce qu'on innove, parce qu'on l'a mis en place, parce que c'est passionnant, on est vraiment juste à l'endroit où ça s'aligne. Mais il faut absolument, une fois qu'on l'a mis en place, le faire partager, que ça soit porté par d'autres, parce que le risque c'est que ça disparaisse avec vous, ou parce que les gens aussi du coup ne sont pas forcément investis dedans, donc non, il ne faut absolument pas, au contraire, il faut éviter l'écueil que ça repose sur une seule personne, et c'est très facile de trouver le temps, c'est super gratifiant de s'occuper, de travailler sur le portfolio, et donc le partager, que ça soit pris par d'autres en fait, le créer et après le faire passer, et je pense que c'est la garantie de la longévité du travail sur le portfolio au sein de l'entreprise. Je pense qu'il y a un point clé, c'est son ownership, effectivement. Chaque PO, enfin en tout cas chez nous, il faut qu'il ait l'ownership de sa partie, ce qui fait que l'organisation est beaucoup plus naturelle d'ailleurs. Quand les responsables ont l'ownership sur cette zone-là, à la limite qu'après, soit un problème de la plateforme, du back, ou non, on s'en fiche, il faut que ça délivre sur ce périmètre-là. Donc après, c'est beaucoup plus facile de responsabiliser les gens, je vais y arriver. Et comme tu dis, c'est surtout pas, il peut y avoir un rôle d'influence, mais pas de décision à la place d'eux. Ça veut dire qu'il est responsable, après, on peut faire passer des choses, mais ça reste sa décision et son produit, son ownership, et le jour où il y a un problème, c'est à lui d'aller tirer la corde, et justement, ça peut être parfois quelque chose qui est culturellement pas forcément évident. C'est la différence entre le projet et le produit, etc. C'est aller tirer le fil, c'est non mais là, la donnée que ça affiche n'est pas bonne, je sais que c'est pas ton équipe qui gère, mais c'est pas grave, c'est à toi d'aller justement à ton tour influencer la roadmap de notre équipe en disant j'en ai besoin, et s'il y a un problème, là ça peut remonter où il faut que ça remonte, mais l'ownership, je pense que c'est clé pour l'investissement. Les gens bons, ça les intéresse pas d'avoir une liste de specs où toutes les semaines on leur balance des choses, ils veulent être décisionnaires à un moment, créatifs aussi de manière, donc ça je pense que c'est clé. Après, pour connaître un peu ton sujet, je pense que je rejoins par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a certainement une différence entre ton métier où on va dire, la structure est très plate, il n'y a pas de différence entre le métier et le dev, et des sujets où il y a les métiers qui sont en l'occurrence des médecins et puis l'IT. Puis moi j'ai 3 métiers, l'ownership métiers, et puis ils veulent tous. Donc pour moi le portfolio c'est vraiment de l'arbitrage intra-ownership. Donc l'ownership est présent, ça c'est clair, mais il faut que justement ce travail qui fait qu'on met autour de la table, on apporte les éléments, on construit les éléments pour qu'on puisse choisir entre que des demandes qui sont légitimes
entre différents métiers, ça, il faut que ce soit très vite relayé et que ça puisse être porté par d'autres gens qu'une personne. Je pense que ça doit devenir un truc d'entreprise. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait ça chez Figaro, qui a vraiment réussi ça et qui est en train de le passer. Et je pense que c'est clé. Julien Reynaud, dont une interview risque de sortir dans pas longtemps sur lesmanagersit.com. Voilà. Cube. Je fais une transition, enfin voilà, ma transition. C'est quoi les... on a déjà commencé un peu à en parler, mais c'est quoi les grandes difficultés, les petites difficultés que vous avez rencontrées pour... si c'est pour mettre en place, ou en tout cas sur ces sujets moi j'en ai évoqué déjà deux. Hein. C'est un sur la capacité qu'on peut avoir de définir des roadmaps. Définir des roadmaps, c'est assez compliqué. Je sais que c'est pas encore tout à fait, on n'en est pas encore à ce stade-là. Il faut éduquer, il faut. Les premières roadmaps que l'on voit, c'est un petit peu le travers des projets agiles de temps en temps. On a telle capacité, on va faire ça toute l'année. Donc on se revoit à la fin de l'année, on te dira ce qu'on a fait. Et on aura fait au mieux qu'on a pu. Ok, mais quand même, est-ce que tu as dans l'idée des grandes features que tu vas apporter cette année? Donc là-dessus, on les aide vraiment à essayer de définir des roadmaps ou, si ce n'est pas une roadmap, au moins quelques grands principes directeurs. Maturité sur le plan de l'achat de produit. Ça, c'est la première grande difficulté. L'autre difficulté, je l'ai déjà énoncé, c'est cette, de temps en temps, les décideurs manquent de temps pour prendre les bonnes décisions, donc le partage se fait mal. Et du coup, il faut arriver à créer le lien entre les gens qui sont au niveau opérationnel et cette vision portefeuille où, si on n'arrive pas à coincer la bonne personne au bon endroit dans l'ascenseur, on ne prend pas la décision. Ça, c'est une vraie difficulté. Donc, peut-être qu'on est assez trop grand. Ouais. Il manque de temps ou il prête pas de temps? Je ne sais pas répondre à ça. Je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas eux. Hein, comment? Non, c'est pour faire la... Non, c'est pas une question de... Je crois pas qu'ils n'ont pas envie, c'est que effectivement ils sont sur des rythmes assez importants et que voilà, s'il n'y a pas le rituel, encore une fois, qui est créé, et des fois les rituels, ce matin c'est super facile de dire on crée un rituel et puis c'est super dur de le maintenir. Donc ouais, on passe de plus en plus sur des rituels, des heures bien définies où on essaye d'avoir les personnes au bon moment, mais c'est peut-être le problème global d'organisation, mais quand il y a un décideur qui est à la tête des programmes de tout France Télévisions, puis de la 5, puis aussi du numérique, arrive à le coincer, il a envie, hein, je peux vous dire que ça l'intéresse, le numérique, mais c'est au milieu d'un agenda super chargé. J'ai une question d'organisation, parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu parler de responsable de projet, en fait, et je ne suis pas sûr de savoir si c'est le même que le PO, en fait, ou s'il y a deux personnes, en fait, qui s'occupent de gérer le projet, justement, de gérer l'équipe, et de travailler sur le produit. Donc, en fait, ouais, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est Scrum Master aussi, ou est-ce qu'il y en a pas? Non, c'est-à-dire qu'on a, finalement, on a des binômes un petit peu à plusieurs endroits. Mais effectivement, on va retrouver des binômes classiques PO Scrum Master. Mais c'est vrai que dans notre culture, j'ai introduit l'agile petit à petit, donc j'ai pas envie de changer non plus tout de suite. Toutes les fiches de poste, ça va me prendre à peu près 3 ou 4 ans pour arriver à faire ça. Donc, les chefs de projet et Scrum Master, c'est globalement la même chose. Et au-dessus, par contre, il y a un rôle qui s'est créé qui est responsable de projet, qui est en gros la vision projet et qui travaille en binôme avec un directeur, très souvent, qui a la vision globale métier sur son portefeuille de produits. Et donc ce responsable de projet, lui, a pour... il est responsable juste du delivery. Vous avez des AMO dans vos équipes? Pardon? Vous avez des AMO, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage? D'ouvrage, non, mais j'attendais savoir si c'était AMO E ou A. Là, pareil, on est sur des métiers qui sont des métiers un petit peu c'est pas du système d'information. On appelle ça à un moment donné des MOA et ils sont donc ça peut être des AMOA, mais c'est pas ce nom-là. En fait, on a véritablement donc les directeurs qui sont responsables d'un produit. Chez nous, on appelle ça des éditeurs.
Donc ils sont responsables d'éditer un produit, d'éditer un service numérique. Voilà, donc par exemple, la personne qui édite Bleuz, donc le service de rattrapage, elle a des personnes avec elle qui l'aident à définir le produit, à faire la recette fonctionnelle, qui sont donc des PO, mais aussi des aides à ce PO. Je ne sais pas si ça répond. Je vous interpellais sur les difficultés, quelque chose qui est... Je pense que tu voulais réagir à ce que oui, peut-être. Vous avez pas répondu. Sur les difficultés, il y a deux grandes difficultés. Donc, enfin, la façon de changer, la façon de délivrer, là, c'est assez récent. C'est moins d'un an. Donc, beaucoup de freins dans la conduite du changement, parce qu'en fait, on change de façon de faire. Donc, en fait, on n'aligne plus des budgets pour faire les projets, et on n'a plus des projets en parallèle, mais on doit finalement réussir à faire rentrer les projets dans une capacité à faire restreinte. Donc ça change quand même beaucoup les métiers qui étaient habitués à finalement décrocher des budgets et puis avoir leur réalisation faite. C'est une grosse conduite du changement, côté métier. Côté aussi SI, en fait, on avait plutôt l'habitude finalement de faire du cycle en V, donc de mettre à contribution tous les systèmes techniques impactés par un projet et les faire avancer au même rythme en phase d'études, en phase de réalisation, en phase de test. Donc là, en fait, on a deux rythmes différents, les fronts et les backs, donc ça c'est quand même très nouveau, et donc en fait il faut apprendre à travailler avec ça. Donc beaucoup occupé sur la conduite du changement, sur la mise en place du processus de gouvernance. Et puis aussi, mais ça c'est une conséquence de la conduite du changement, c'est effectivement en créant des équipes autonomes sur les frontaux. Voilà, donc il y a besoin de beaucoup plus d'intégration et de faire la relation dans les projets pour mettre en relation en fait les programmes transverses avec les frontaux web. Donc un rôle d'intégration beaucoup plus fort quand même. Quelque chose que tu mentionnais aussi, je crois, la question des sujets transverses. Ouais. C'est complètement clé chez nous. C'est presque peut-être le pendant parfois négatif d'un ownership très clair, un découpage clair. C'est que le découpage n'est pas parfait. Il n'y a pas d'overlap. À la frontière, parfois ça se résout facilement, mais il y a des sujets qui sont un peu derrière tout ça. C'est pas forcément du bac, c'est beaucoup de bac, mais qui les prend on reste une petite structure, hein. Viadeo a levé 24 millions d'euros il y a un an, mais c'est déjà pas mal alloué, donc on est très contraint. Nous, la contrainte de faisabilité, c'est pas compliqué, il y a un budget qui est alloué pour embaucher des gens, les gens une fois qu'ils sont là, faut faire avec les gens qu'il y a, c'est aussi simple que ça. Et à partir de là, chez Transverse, il y a un problème de temps, un problème de qui veut le faire, qui peut le faire. Et donc ce problème-là est assez clé, parce que finalement, il faut que ce soit une équipe qui le fasse. Ça ne peut pas être un bout par-ci, un bout par-là. Il est hors de question que ça rentre dans la roadmap d'une équipe produit qui existe, parce que sinon, alors sa roadmap, elle va en prendre un gros coup. Donc il y a une sorte de spec ops un peu à créer qui existe, mais pas complètement. Donc cette gestion-là est super compliquée. Une zone grise et qu'il faut gérer, parce que en plus c'est du moyen terme, sur la temporalité, il faut se rendre compte. Enfin, dans le milieu des réseaux sociaux professionnels, les fonctions sortent tous les mois. Donc, enfin, le 6 mois, un truc de bénéfice dans 6 mois, c'est super loin. Donc il faut arriver à se projeter là-dedans tout en délivrant au quotidien, quoi. Ça, je n'ai pas de solution magique d'ailleurs, c'est chaque sujet. C'est aussi parfois l'influence, c'est tout simplement de faire passer le truc, mais à un moment il faut que ça se projette sur une équipe aussi, et c'est pas toujours facile. On a effectivement ce problème, alors, soit sur des sujets transverses, ou alors des responsabilités pas très bien définies. Donc, ça a été aussi une grande leçon de cette année, où il y a des endroits où on a pris le temps vraiment d'initialiser le projet ou le démarrage de quelque chose avec quelque chose de bien défini. Je reviens sur l'équipe sport qui a été bien accompagnée, où on a fait finalement deux kick-offs à quelques semaines d'intervalle, où on a énormément échangé, partagé la vision, défini les rôles. Et là, c'était très clair et finalement, tout n'a pas été parfait, mais ça a globalement déroulé. Et puis, certains projets où après coup, on se dit, mais finalement, on est parti un petit peu vite. Et je ne sais pas si vous connaissez enfin, le principe des 60-30-10 d'Esther Derby, qui est 60%, le pourcentage de réussite d'un projet, 60% ça se passe avant la réunion de kick-off, 30% pendant la réunion et 10% après. Moi j'y crois de plus en plus, donc on est vraiment en train de caler ça pour définir tout un tas d'outils qui permettent de faire ça, et définir de manière super précise
qui fait quoi, qui peut prendre des décisions, où ils peuvent, à partir de quand on peut prendre des décisions. Enfin, et je pense que ça aide énormément. C'est pas lié juste à un projet agile. Hein. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, plus ou moins, sur le travail de facilitation, de préparation. Ouais, clairement. Un autre aspect que j'amène, Caroline, tu parlais de la maturité nécessaire pour travailler au niveau portefeuille, à la fois du côté des métiers et à la fois du côté des opérationnels. Ouais, une difficulté qu'on a eue, c'est effectivement d'expliciter finalement d'expliciter le pourquoi et la valeur. Donc effectivement, le business, moi je leur demandais de traduire en enjeux. En fait, leur premier réflexe sur les projets, c'était de raisonner en solution. Et en fait, quels étaient les enjeux, quels problèmes ils voulaient résoudre, etc. Donc, et encore une fois, je pense que c'est une question d'explicitation, parce qu'ils le font, mais ne sont pas forcément habitués à le formuler. Donc ça a été un vrai sujet, de construire cette valeur partagée. Côté des équipes, comme on a eu des équipes stables, pas stables, etc., d'avoir les éléments vraiment de vélocité, etc., qui permettent de piloter. On ne les a pas eu toujours, et sans ça, on peut faire tout ce qu'on veut comme travail sur le portfolio. Si derrière, on ne peut pas construire une prédictibilité, ça ne fonctionne pas non plus. Pour moi, après, il y a des écueils, il y a des dangers. Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler une difficulté qu'on a rencontrée, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester dans effectivement quelque chose d'agile qu'on revoit et d'éviter l'effet plan-driven. Comment est-ce qu'on reste bien dans l'adaptation au changement, et comment est-ce que le fait qu'il n'y ait pas un portfolio, une roadmap, très vite quand même, c'est surtout si on n'est pas dans une boîte full agile, etc., comment est-ce qu'on ne rebascule pas très vite dans quelque chose qui est le respect du plan, et donc éventuellement on va arrêter un projet parce qu'il y en a un autre derrière, alors peut-être il y avait encore de la valeur. Et ça, je trouve que ça nécessite une énorme maturité, et je n'ai pas de réponse, mais je trouve que ça vient interroger ça, le portfolio. Effectivement, si on arrive à le revoir très fréquemment et qu'on est dans une logique de pile, super. Mais dès lors qu'on commence à travailler, et effectivement on a besoin de roadmap, je suis d'accord, mais après la roadmap, ça commence à avoir l'effet de plan, et qu'est-ce qui se passe si on doit changer, s'il y a des opportunités. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est là quand on arrive à vraiment gérer ça, on va peut-être être justement dans l'agilité du portfolio, mais c'est pas évident. Ça pose la question de l'extension de l'agile, on va dire, au-delà de l'IT, il y a des gens qui sont pas forcément habitués à ce... Oui, et puis dès lors qu'on parle d'une série de projets, donc il y a quand même des questions de priorité, on aligne la stratégie, faut le revoir, mais très vite on est quand même projeté dans ce qu'on va faire aussi, ce qu'on va faire juste maintenant, mais on a quand même en ligne de mire quelque chose de la vision, de la réalisation, ce qu'on va faire à 6 mois, ce qu'on va faire plus loin, et comment ça ne se transforme pas en plan. On reste du coup bien dans l'adaptation au changement. Je pense que c'est un enjeu, et c'est assez intéressant. J'avais un dernier truc. Alors, comment vous gérez la synchronisation justement entre ces différents projets, parce qu'il y a certainement des dépendances, si vous parlez de la roadmap, si vous ne voulez pas mettre en valeur ces roadmap. Sur les projets, là sur la partie software, on n'avait pas de dépendance en fait. C'était vraiment des produits, donc je verrai quand je plus longuement du back-office, mais il y a un framework commun qui est porté, qui est partagé, et ça, l'équipe l'IT se débrouille pour la maintenance de son framework, etc., qui est un noyau commun. Après, on était sur du web, sur des API, et on n'avait pas de... Après, on avait des équipes qui s'auto-organisaient, qui malheureusement, parfois la vélocité, c'était un peu... On avait du mal à la récupérer parce que ça bougeait, mais c'était leur business. Moi, ce qui me gêne dans tout ce que j'entends, c'est à la fois d'un côté, j'entends roadmap, j'entends gouvernance, donc on est bien dans le suivi de projet, et puis de l'autre côté, j'entends facilitateur, arbitrage. Il y a une chose qui est de choisir ce qui va rentrer, et il y a une chose de suivre la réalisation. Je n'ai pas dit que c'est opposé, mais quand on revient à ma question initiale, où je cherchais des métriques, je dis comment on sait par exemple qu'un projet est en train de glisser. J'ai un autre projet qui va dépendre du premier, je vois que le premier est en train de glisser, comment je vais pouvoir effectivement savoir que ça glisse et informer l'autre projet qui dépend du premier que celui-ci est en train de glisser. Quels sont justement tous ces éléments qui vous permettent de le faire, de le dire, de le mesurer? Pour moi, il y a les indicateurs de choix d'un projet. Donc effectivement, on va être en taille t-shirt par rapport à l'effort. Mais après, dès lors qu'on va avoir choisi, il y a quand même le temps de préparation du projet. Quand est-ce que le projet donne du point de vue de la préparation, c'est-à-dire prêt à entrer en dev. Et là, on va passer du minimum d'informations nécessaires qui nous ont permis de choisir un projet à, je sais pas, on va story mapper, on va dessiner la première release, les US au niveau du backlog, et avoir une estimation plus fine que la taille t-shirt. Et on va en travailler avec le PO, les
l'équipe et après on va suivre. Il y a vraiment le sujet qui est quel projet je vais faire juste après, quel projet je suis en train de faire, lequel je vais faire juste après, lequel je ne fais pas, et puis après comment mon portefeuille vit. Est-ce que ça arrive, comment je dois adapter, etc. Moi j'aurais un autre élément de réponse. En fait, si vous avez un portefeuille de projets où les projets sont vraiment très liés les uns avec les autres, forcément vous augmentez votre complexité de gestion du portefeuille de manière dramatique. Vous connaissez la loi de non-linéarité des systèmes, alors au plus ils vont être connectés et au plus ça va être l'enfer. Donc le seul, mais c'est pas mon cas, donc ça me satisfait, hein. Mais si c'est votre cas, le seul conseil moi que je pourrais plus ou moins vous donner, c'est essayer d'avoir une gestion de ce portefeuille la plus rapprochée possible à chaque fois. Et essayer, nous ce qu'on fait, le minimum qu'on fait, c'est faire des comités de pilotage projet pour les projets qui sont connectés. La plupart peuvent vivre à 95% de leur vie tout seuls. Et quand il y a vraiment des sujets qui sont très très connectés, et je sais pas, j'ai par exemple un petit bout de SI qui s'appelle le système vidéo, qui génère de la vidéo pour un petit peu tous les sites, pas mal de nos services, celui-là, forcément, il est très compliqué à gérer parce qu'il est dépendant d'à peu près une quinzaine de produits. Et donc là, il faut arriver à donner cette visibilité à 15 produits différents qui n'ont pas du tout le même temps de cycle. Donc là, on gère à la semaine. Donc il faut, nous déjà c'est beaucoup moins la semaine, hein, mais on n'a pas réussi à descendre en dessous de la semaine. On descend la semaine et on donne de la visibilité à toutes ces équipes-là sur... et toutes les semaines, on a des gens qui disent « Mais attention, il est en train de ripper, notre collègue, et ça va nous mettre dans l'embarras pour sur la sortie de notre site, comment on fait. » Et voilà, je pense que si vous avez des systèmes qui sont vraiment... Enfin, des projets très très dépendants, c'est compliqué. Je pense qu'il y avait une part de réponse dans ce qu'a dit Maurice tout à l'heure sur le découpage en équipe produit, sur le découpage en produit en fait. Et je pense qu'en fait, on retrouve au niveau portefeuille la même chose que ce qu'on retrouve au niveau produit-projet. Quand on découpe un projet avec une story map et qu'on découpe en user stories. Oui, on peut faire des user stories interdépendantes, mais c'est difficile. De la même façon, on peut essayer de faire des produits un peu plus dépendants, avec des équipes produits un peu plus indépendantes, pardon. Et c'est nécessaire au niveau portefeuille. Mais ça restera toujours difficile, il y aura toujours une part de zone grise et d'artificiel. Juste pour rebondir juste sur ton point, c'est de découper les équipes, qu'elles aient du sens. C'est à l'extérieur. Qu'elles aient du sens, mais qu'elles soient découpées avec une minimum d'interface, pour éviter la complexité justement de synchronisation. Voilà. Merci bien à tous. Maurice Golden,